Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un monument de la littérature française, un nom qui claque comme un drapeau, Émile Zola. Un homme de courage, bien sûr, mais aussi un homme de controverse. On va commencer par le moment qui a tout fait basculer. 13 janvier 1898. Imaginez la scène. Paris se réveille et les gens découvrent une véritable bombe à la une du journal L'Aurore. Pas une bombe qui explose, non, une bombe d'encre et de papier. J'accuse. C'est la lettre ouverte d'Émile Zola au président de la République. Il pointe du doigt nommément les plus hauts gradés de l'armée, le gouvernement. Il les accuse tous d'une erreur judiciaire monstrueuse. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Voilà ce qui l'anime. En écrivant ça, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il prend la défense d'un homme, le capitaine Alfred Dreyfus, un officier juif condamné à tort. Et pour cette cause, Zola est prêt à tout perdre. Sa carrière, son argent et même sa liberté. Il est convaincu au plus profond de lui que la vérité finira par éclater, quoi qu'il en coûte. Alors la question qu'on se pose forcément, c'est qui est cet homme? Qui est Émile Zola pour tout risquer comme ça, sur un coup de tête pour la vérité d'un autre? D'où lui vient cette rage, cette force de conviction, cette obsession de la justice? Ce qu'il faut bien comprendre avec J'accuse, c'est que ce n'est pas juste une simple défense de Dreyfus. C'est une attaque frontale, directe. Zola ne fait pas dans la dentelle. Il donne des noms, des généraux, des ministres, et il sait pertinemment qu'en faisant ça, il s'expose à un procès pour diffamation. Mais en fait, c'est ça, sa stratégie, créer le scandale pour forcer le débat public, pour que l'affaire ne puisse plus être étouffée. Et les conséquences, elles sont terribles, vraiment. Le procès est une mascarade. Il est condamné, et évidemment, pour éviter la prison, il n'a pas le choix. Il doit fuir, s'exiler à Londres. On lui saisit tous ses biens, on les vend aux enchères. Et du jour au lendemain, Zola devient l'ennemi public numéro 1 pour une bonne partie de la France. Il se prend une vague de haine en pleine figure, des insultes, des caricatures ignobles. Mais alors cet esprit de combat, cette volonté de faire, ça ne sort pas de nulle part, Ça s'est forgé avec le temps dans les épreuves. Pour bien comprendre le personnage, il faut qu'on remonte un peu le temps, qu'on revienne à ses débuts. La vie de Zola, elle commence par un coup dur. Son père meurt et la famille se retrouve sans un sou. Cette pauvreté, cette précarité, ça va le marquer à vie et on la retrouvera partout dans ses livres. Il y a bien sûr cette amitié si importante avec le jeune Paul Cézanne, mais ces jeunes années, c'est la galère. Il rate son bac, 2 fois, il connaît la faim à Paris. Finalement, c'est un petit boulot chez l'éditeur Hachette qui va être sa planche de salut. Ce sera sa véritable université. Et là, il y a un truc essentiel à comprendre. Avant d'être le grand romancier qu'on connaît, Zola, c'est un journaliste, un critique. La presse, c'est son ring de boxe. Il y défend bec et ongle ses amis peintres, les impressionnistes, Manet, Cézanne. Tout le monde leur tombe dessus, mais lui, il est là. C'est là qu'il apprend à se battre avec les mots, à lancer les polémiques. Et cette arme-là, il s'en souviendra pour « J'accuse ». Zola n'est pas du genre à juste écrire des histoires. Non, il veut une théorie, un système. Et ça va être le naturalisme. L'idée est assez radicale pour l'époque. Il veut appliquer les méthodes de la science au roman. Rien que ça. Pour lui, l'écrivain doit être une sorte de scientifique, un observateur qui étudie les êtres humains comme des cobayes, influencés par 2 grandes forces, leur gène, l'hérédité, et leur environnement social. Mais attention, Zola n'est pas naïf. Et cette citation le montre très bien. Il sait que l'objectivité totale en art, ça n'existe pas. Au final, une œuvre, c'est toujours le regard d'un artiste, son tempérament, comme il dit. Et c'est justement ce mélange entre l'observation quasi clinique et la vision passionnée d'un homme qui va faire toute la puissance de son écriture. Et cette vision du monde, il va la mettre en pratique dans un projet absolument démesuré. L'œuvre de sa vie. 20 romans. Prenez une seconde pour y penser. Il a consacré plus de 20 ans de sa vie à ce projet fou, titanesque. Ça en dit long sur sa force de travail et sa détermination. Le sous-titre de la série dit tout. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Son projet est clair. Il va suivre une seule famille, les Rougon-Macquart, sur plusieurs générations. Son but, montrer comment une fêlure de départ, un défaut héréditaire, se transmet et se transforme au contact des différents milieux sociaux de l'époque. Et pour ça, sa méthode de travail est hallucinante. C'est presque une usine à lui tout seul. Avant chaque roman, il redevient journaliste. Il enquête sur le terrain. Pour écrire Germinal, il descend dans les mines du Nord. Pour Le Ventre de Paris, il passe des jours et des nuits aux Halles. Il accumule des tonnes de notes, des centaines de pages de documentation avant même d'écrire la première phrase. Sa devise, c'était « pas un jour sans une ligne ». Et il s'y tenait. Du coup, chaque livre est une immersion totale dans un monde, une autopsie d'une des plaies de la société. Avec l'Assommoir, il met un grand coup de pied dans la fourmilière en montrant sans phare les ravages de l'alcoolisme ouvrier. Avec Nana, il déshabille la haute société, il montre la pourriture cachée sous les dorures. Et bien sûr, Germinal, son chef-d'œuvre, qui donne enfin une voix à ceux qui n'en avaient pas,
les gueules noires, les mineurs exploités. Mais bon, derrière le monument public, derrière ce travailleur infatigable, il y a l'homme. Et l'homme, lui, il est pétri de contradictions, surtout dans sa vie intime. C'est là que l'histoire personnelle se complique. D'un côté, il y a Alexandrine, sa femme, celle qu'il a soutenue pendant toutes les années difficiles. C'est son pilier, mais il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et de l'autre, il y a Jeanne Rosereau, une jeune langère qui travaille pour eux. Zola a presque 50 ans et il en tombe follement amoureux. Et avec elle, il va avoir ce qu'il a toujours désiré. 2 enfants, Denise et Jacques. Ce secret, il va le garder pendant 3 ans, jusqu'au jour où une lettre anonyme fait tout exploser. Imaginez la crise. Le couple est à 2 doigts de voler en éclats. Mais Zola refuse d'abandonner sa femme. Alors un arrangement douloureux se met en place. Il va mener une double vie. Il aura 2 foyers. Un avec Alexandrine, son épouse officielle, et un autre juste à côté, avec Jeanne et ses enfants. Et c'est à la fin de sa vie que tout converge. Le drame public de l'affaire Dreyfus et ce drame personnel, plus secret, tout ça va se mélanger pour forger la légende de Zola, son héritage. Ces dernières années sont une véritable tempête. Il rentre d'exil, mais la France est toujours coupée en 2 à son sujet. Et puis, en 1902, la tragédie. On le retrouve mort chez lui, asphyxié. La version officielle, un accident, une cheminée bouchée. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Car 6 ans après sa mort, la République lui offre la plus grande des reconnaissances, son entrée au Panthéon. Alors, accident ou assassinat? C'est la question qui hante sa mort. Pendant des décennies, on a cru à l'accident. Et puis, en 1953, rebondissement. Un ouvrier, sur son lit de mort, avoue. Il dit avoir bouché volontairement la cheminée de Zola sur ordre de ses ennemis, les antidreyfusards. Alors un meurtre politique, le mystère reste entier, mais le doute, lui, est bien réel. Il y a une anecdote qui, à mon avis, en dit plus long que tous les discours. Le jour de ses funérailles, pendant que les officiels parlent, une délégation de mineurs venus du Nord suit le cortège. Et qu'est-ce qu'ils crient? Pas Zola, Zola, non. Ils scandent le titre du livre qui a raconté leur vie, leur souffrance, leur combat. Germinal, Germinal. C'est peut-être ça le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre. Finalement, c'est son ami Anatole France qui a trouvé les mots les plus justes lors de son éloge funèbre. Il fut un moment de la conscience humaine. C'est magnifique, parce que c'est exactement ça. Zola, c'était plus qu'un immense écrivain. C'était un homme qui, à un moment clé de l'histoire, a incarné le courage, la lutte pour la justice. Il est devenu la conscience de son époque. Et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Un tel acte, un tel engagement, serait-il encore possible de nos jours ?